Chantal Jacquet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour cet entretien déterminé. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de Spinoza, de la philosophie du corps, et c'est à vous que nous devons le terme transclasse pour caractériser les transfuges de classe, ces individus qui, au cours de leur parcours de vie, changent de classe sociale. Ce sont ces transclasses que les libéraux et autres capitalistes, pour ne pas dire libre-arbitristes, aiment à recruter pour prouver l'existence du libre arbitre et donc la pertinence du mérite qui en découlerait, et donc la pertinence d'organiser notre société autour de ce mérite individuel présumé, et pour justifier donc l'organisation sociale des rapports de domination caractéristiques de nos sociétés modernes puis contemporaines. Regardez la preuve, si on veut, on peut. Il suffit de faire les bons efforts pour pouvoir réussir, et regardez la preuve, des pauvres peuvent devenir riches, quoi. Les humains donc de raffoler de récits romantiques comme Billy Elliot ou Slumdog Millionnaire, et les Français d'avoir leur grand récit de transclasse avec Didier Ribon et son Retour à Reims, Édouard Louis et son En finir avec Eddie Bellegueule, et encore Annie Ernaux et son grand livre Les années. Chantal Jacquet, vous avez donc écrit une trentaine d'ouvrages, dont Les transclasses ou la non-reproduction aux éditions PUF en 2014, et vous venez tout juste de sortir le 22 janvier 2026 un nouvel essai qui s'intitule Révolution transclasse, une nouvelle théorie de l'émancipation, aux éditions PUF également. Pour introduire ma première question, je vais lire un passage de votre livre, page 95 de votre livre Les transclasses ou la non-reproduction. Vous écrivez: en définitive, pour comprendre l'affirmation d'une trajectoire singulière à l'œuvre dans la non-reproduction, il ne s'agit pas de se borner à saisir ce que chacun fait de ce qu'on a fait de lui, comme Sartre invite à le faire, mais il faut analyser ce qu'il fait de ce que l'on a fait de lui et des autres. Les données du problème ne se réduisent pas à un face-à-face entre un être singulier et son milieu dans une logique individualiste atomistique. Elles impliquent d'appréhender les modalités complexes par lesquelles chacun se ferait une place dans l'être, en se définissant par identification et différenciation au sein d'un espace donné avec et contre les autres. La non-reproduction obéit à un schéma d'interconnexion dans lequel l'individu ne saurait être pensé comme un être isolé qui fait sécession par rapport à sa propre classe. S'il fait figure d'exception, il n'est pas un îlot coupé du reste, un empire dans un empire, pour parler comme Spinoza. Il n'est d'exception que dans un environnement qui le permet, de sorte qu'un parcours atypique ne constitue pas une déviation, il s'opère avec le concours du milieu, à la croisée de ses impulsions et de ses répulsions. Il n'est pas le fruit d'un dérèglement, mais d'une combinaison de règles autres que celles qui prévalent généralement. Le transclasse est moins un héros solitaire qu'un héros H-E-R-A-U-T, porteur d'aspirations personnelles et collectives, que ce soit celle de la famille, du village ou du quartier, de la race ou de la classe, du sexe ou du genre. Ma première question est donc la suivante. Les transclasses sont-ils la preuve que si on veut, on peut, et que les individus humains sont capables d'agir librement, éventuellement grâce à leur libre arbitre, ou au contraire, sont cela des exceptions qui confirment la règle déterministe? Alors les transclasses, puisqu'ils mettent en jeu des déterminations autres que ceux qui connaissent une forme de reproduction sociale, sont à la croisée des productions des classes, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que ces transclasses ne sont pas des individus séparés, mais ce sont des individus qui connaissent un autre type de fabrique que ceux qui reproduisent socialement. Et c'est pourquoi, pas plus qu'un individu ne se fait tout seul, un transclasse ne se fait tout seul et ne peut illustrer la maxime « quand on veut, on peut », j'ai eu plutôt tendance à dire « quand on peut, on veut », autrement dit, quand il y a des éléments qui concourent à modifier la puissance d'agir initiale qui conduisait statistiquement à une reproduction, et bien quand il y a des éléments qui concourent à modifier cette puissance, alors effectivement la trajectoire peut se modifier. Mais en aucun cas, les transclasses ne peuvent être pris comme une preuve de l'existence d'un libre arbitre. Il me semble au contraire que ce qu'il y a à penser, c'est pas tellement un individu qui choisit sa vie comme on déciderait finalement de se fabriquer en prenant des modèles en vitrine, c'est plutôt des individus qui, par rapport à un contexte donné,
voient leur vie changer. Et ce changement, c'est un changement qui est produit avec le concours du milieu. Alors quand je dis le milieu, ça peut être le milieu d'origine, mais aussi ça peut être la classe bourgeoise, le patronat, qui vient chercher une main-d'œuvre dans le vivier que constitue le prolétariat pour ses besoins d'encadrement, pour l'industrie ou pour la communication ou pour avoir des fonctions intermédiaires comme celles qu'opéraient par exemple les contremaîtres. Donc en ce sens-là, non, un individu n'est jamais en train de choisir sa vie sous l'effet d'un libre arbitre, un pouvoir de choix sans aucune détermination. Il agit toujours en situation, et cette situation, elle peut être un poids, elle peut au contraire donner des ailes, mais il faut penser cette configuration sociale au complet pour pouvoir comprendre une trajectoire. Donc il y aurait des déterminants peut-être plus généraux, plus visibles, qui entraînent des effets sociaux plus macro et qu'on peut résumer sur une courbe de Gauss avec des grands parcours moyens qui feraient qu'on pourrait parler de déterminisme social, mais les exceptions à la règle, et donc les extrémités de la courbe de Gauss ne contredisent pas la règle générale qui structure les humains, qui est que ce qui fait qu'on est ce qu'on est, c'est bien qu'il y a des causes qui font qu'on est ce qu'on est, et parmi ces causes n'existe pas la liberté de décider d'être ce que l'on est. Alors, effectivement, un individu, quel qu'il soit, ne dispose pas en naissant d'un pouvoir de choix, comme si c'était quelque chose qui était constitutif de son être. On voit bien qu'un enfant en naissant n'a rien et n'est rien ou presque, et il est d'abord éduqué, il est d'abord aidé dans son développement par sa famille, par le milieu environnant, par l'école, par les institutions, et selon qu'il naît dans tel ou tel pays, selon qu'il est de tel ou tel sexe, selon qu'il est de telle ou telle couleur de peau, eh bien, il y a déjà l'esquisse d'une trajectoire. Voilà pourquoi il y a un déterminisme qu'on peut qualifier de déterminisme social et politique. Alors, ce déterminisme n'est pas un fatalisme, au sens où ça n'est pas la cause étant donnée, l'effet s'ensuit automatiquement, puisque précisément il y a une combinaison de facteurs et ils peuvent s'agencer autrement, certains prendre plus d'importance que d'autres, par exemple en fonction des politiques qui seront menées. Si on donne des systèmes de bourses ou d'aides culturelles à des milieux défavorisés qui sont enclins à reproduire socialement la même misère, eh bien, on voit qu'une courbe peut légèrement s'infléchir. Donc, il faut prendre en considération toutes ces différences fines. Et il est bien clair qu'un individu tout seul ne peut rien. Donc, supposer qu'il ait un libre arbitre et qu'il décide tout seul de ce qui va lui advenir, c'est un songe creux. On voit bien que les enfants livrés à eux-mêmes, comme le montre Lucien Masson dans Les enfants sauvages, ne se développent pas. Et par conséquent, un enfant et un adulte est toujours en interaction avec les autres, il incorpore ce que lui donne son milieu, et il ne peut pas plus que ce que lui donne son milieu, ou ce que lui donnent les institutions, et en ce sens-là, il faut penser toujours une puissance d'agir en situation. Mais on pourrait même imaginer que ce serait, si on prenait la théorie libérale et libre-arbitriste, ce serait à se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans la vie des autres pauvres qui ne décideraient pas librement, eux, de réussir, quoi. Eux décideraient comme librement, du coup, de ne pas réussir, quoi. Quelle serait, si on pouvait imaginer que c'était cette liberté à décider qui permettait de réussir, qu'est-ce qui fait que les autres ne réussissent pas de fait, quoi. Dans mon champ qui est la psychiatrie, on pourrait dire, si on avait ce moyen d'action, tout le monde déciderait d'être heureux, de ne pas souffrir, il n'y aurait pas besoin de psychiatre et depuis bien longtemps, quoi. Effectivement, si on avait un pouvoir de choix, qui choisirait délibérément de rester en grande souffrance? Qui choisirait délibérément un type de vie qui l'opprime, qui est misérable économiquement, peu développé culturellement, sans joie, sans relation? C'est tout à fait inconcevable dans la mesure où à moins de postuler justement qu'il y ait une sorte de détermination à se vouloir du mal, mais à ce moment-là, on ne serait pas dans un libre arbitre. Si on a un pouvoir de choix, forcément, on va décider du meilleur,
Et c'est inconcevable de penser que des gens restent à leur place, restent dans une situation précaire, si on postule un libre arbitre. C'est la raison pour laquelle le libre arbitre, c'est une fiction qui est utile à ceux qui réussissent pour légitimer leur parcours et puis pour invalider ou culpabiliser ceux qui n'ont pas connu le même parcours, pour les renvoyer à leurs responsabilités, alors que sur le fond, il faudrait être totalement insensé pour opter pour quelque chose qui vous opprime. Et si on est totalement insensé, à ce moment-là, on ne dispose pas d'un pouvoir de choix, un pouvoir de délibérer, un pouvoir de discernement. Voilà pourquoi le libre arbitre me paraît une illusion parce qu'on a bien conscience du fait qu'on agit, mais on ignore tout l'environnement, toutes les causes qui, à notre insu, nous déterminent. Comme le dit Spinoza, les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs désirs, mais ils ignorent les causes qui les déterminent à désirer. Ouais, on reviendra sur Spinoza, mais c'est vrai que ça me surprend à chaque fois à quel point c'est une intuition d'une modernité incroyable en termes de neurosciences. On sait à quel point aujourd'hui, c'est pas qu'on est conscient et libre de décision et qu'on a un peu d'inconscient qui nous déterminerait, mais que c'est à quel point l'inverse, c'est-à-dire tout est d'abord et avant tout inconscient, et de temps à autre surviennent des expériences neurologiques de conscience qui, par définition, ignorent tous les déterminants qui ont causé même la prise de conscience, quoi. Et c'est très spinozien en ce sens, dans l'analogie qu'il proposait, je crois que c'est dans la lettre à Schuller, de cette pierre qu'on aurait lancée et qui prend conscience d'elle-même, mais déjà en vol, et qui, du coup, aurait l'illusion de voler toute seule et d'avoir décidé librement de voler parce qu'elle ignore la personne qui est à l'origine du jet de cette pierre, quoi. Oui, c'est tout à fait expressif de l'illusion du libre arbitre, puisque une pierre dont le mouvement dépend d'une cause extérieure qui l'a lancée, eh bien, si elle ignore cette cause extérieure qui l'a lancée, peut, à supposer qu'elle ait une conscience, s'imaginer qu'elle est l'auteur de son propre mouvement, qu'elle ne doit rien qu'à elle-même et qu'elle a décidé librement de s'envoler, alors qu'en réalité, son mouvement est produit par des déterminismes et des causes extérieures. Et alors, autant on peut voir la logique à ce que la bourgeoisie et les personnes en situation de domination sociale aient intérêt à conserver ce récit-là, puis on peut même imaginer que c'est au nom de ce récit-là que la bourgeoisie a renversé l'aristocratie théiste au nom à l'époque d'un progrès, quoi, de passer d'une culture hétéronome où les représentants de Dieu sur Terre diraient aux autres « vous devez nous respecter car nous sommes les représentants de Dieu sur Terre ». Non, maintenant il faut qu'on se libère de ça et au nom du peuple et du bien-être des humains, il faut que notre cadre légal maintenant et culturel garantisse la libre expression, de libre volonté des individus. Autant on peut comprendre l'intérêt qu'a la droite à conserver ce paradigme culturel, autant je m'étonne chaque jour de voir la gauche conserver ce cadre culturel. Vous écrivez, page 5 là, de votre livre « Les transclasses ou la non-reproduction », vous écrivez « Des esprits chagrins pourraient croire que Bourdieu occulte délibérément cette question, donc la question des transclasses, parce qu'elle remettrait en cause sa théorie, mais il n'en est rien car il a envisagé lui-même l'existence des cas d'exception. S'il récuse l'idée d'un libre arbitre et de son cortège d'illusions volontaristes, il n'a jamais pensé la reproduction comme un destin ou une loi d'airain, ce que vous disiez comme une prédétermination ou un fatalisme. Le déterminisme ne veut pas dire prédétermination. Bien qu'il n'ait pas toujours été compris, son objectif n'est pas d'encourager le quiétisme ou la résignation, bien au contraire, mieux connaître les facteurs qui déterminent le réel permettent d'autant plus d'augmenter notre puissance d'agir sur le réel, mais de comprendre les déterminismes sociaux afin de fournir des instruments pour mieux pouvoir s'en libérer. Je suis très étonné aujourd'hui encore de voir à quel point des marxistes, du coup compatibilistes, donc compatibiliste au sens tout est déterminé, mais convoque la conscience, et c'est le terme qui est utilisé dans les textes de Marx, convoque la conscience pour inventer que les humains seraient capables de se libérer de ces déterminants, et les spinozistes compatibilistes, parce qu'il y en a beaucoup, et Spinoza revient à la mode, et même réutilise le capitalisme qui
ingère tout, ingère aussi Spinoza, les spinozistes compatibilistes qui invoquent la raison pour réussir à remettre de la liberté quand même là-dedans et réussir à faire tenir le paradigme culturel libéral, quoi. Je suis étonné de voir à quel point cette croyance perdure à gauche, alors qu'on pourrait avoir un intérêt, même ne serait-ce que politique, au-delà de la philosophie et d'une quête de vérité scientifique, ne serait-ce que d'un point de vue politique, on pourrait avoir quand même un sacré intérêt à remettre en question cette croyance en un libre arbitre, quoi. Et il serait peut-être temps, quoi. Alors effectivement, la grande difficulté vient du fait que l'idéologie ou l'illusion, elle se joue de nous. Autrement dit, on baigne dedans, Oui. et pas forcément, pour ce qui concerne même la bourgeoisie, de façon consciente. Certes, c'est son intérêt de penser que chacun est responsable de son destin, et donc de justifier par là l'ordre social, et notamment la hiérarchie qui fait que ceux qui sont au bas de l'échelle le méritent bien parce qu'ils n'ont pas fourni tous les efforts, ils ont mal jugé, mal exercé leur libre arbitre. Mais c'est aussi le cas des progressistes, parce que l'illusion, Spinoza le montre bien, elle est quasiment consubstantielle, c'est-à-dire qu'on ne se défait pas très rapidement de l'idée qu'on a un pouvoir de choix, parce que c'est ce qui nous apparaît immédiatement. Ouais. Ignorant les causes souterraines, on pense, même en toute bonne foi, et pas forcément parce qu'on y a intérêt, on pense en toute bonne foi qu'effectivement, on agit spontanément, librement. Alors, on est un petit peu plus critique lorsque, par exemple, dans le cas de certains philosophes qui défendent le libre arbitre, on dit que quand on agit conformément au libre arbitre, on agit avec raison. Et dans ce cas-là, on accepte bien d'être déterminé par sa raison. Là, on le reconnaît, parce qu'au fond, c'est à notre gloire. Mais si on est déterminé par sa raison, on peut aussi être déterminé par des passions. Et tant que ces passions sont aveugles, souterraines, tant que notre esprit est obscurci, il n'a pas forcément conscience de ce qui interfère, ce qui intervient dans les décisions qu'on pense absolument être libres. Et je crois que la force, ça Marx le montrait bien, la force de l'idéologie, c'est qu'elle imprègne tout le monde. C'est-à-dire que on ne décide pas de sortir de l'idéologie, ça supposerait qu'on soit extérieur à la société dans laquelle on baigne, et malgré tout, eh bien le préjugé à la vie dure, hein, on s'en défait pas par décret. En réalité, on peut dire que les idées dominantes, elles disparaissent aussi parce qu'on a modifié les conditions économiques et sociales et les représentations qui permettent d'appréhender notre existence. Donc voilà pourquoi, tant qu'on n'a pas connu un autre modèle, on reste prisonnier du modèle antérieur. Une idée ne peut être défaite que par une autre idée, et une situation, on pourrait dire matérielle, ou un corps ne peut être affecté que par un autre corps. Donc tant que c'est profondément enraciné dans nos corps, tant qu'on n'a pas modifié la situation de notre corps, et tant qu'on n'a pas l'idée de cette modification, eh bien, les idées persistent, et quand bien même on a un sens critique. Oui, j'ai l'impression que une des preuves que modifier les représentations est une modification des conditions matérielles d'existence aussi, parce qu'au sens spinoziste, il y a certaines personnes qui peuvent penser que, enfin plutôt au sens marxiste, pardon, certaines personnes qui peuvent dire que la pensée n'est que le fruit des conditions matérielles d'existence et qu'elle-même ne détermine rien, quoi, ne serait qu'une conséquence et jamais une cause, alors que notre activité neurologique, physique de notre corps et cérébrale qui produit ces pensées influence par le langage et l'influence de notre langage qui nous influence les uns les autres, influence à son tour les corps des autres et le cerveau des autres. Et donc du coup, ces modifications de représentation participent au changement des conditions matérielles d'existence, probablement de manière beaucoup moins déterminante qu'une révolution technologique ou une catastrophe environnementale. Mais donc je disais, une des preuves de ça, il me semble, c'est que on sait maintenant, on a a priori appris, en tout cas une masse critique d'humains sait que la Terre est ronde, et pourtant, quand on ouvre nos yeux autour de nous, on continue à la voir tous plate. Simplement de savoir qu'elle est ronde fait qu'il y a probablement plus d'humains, ça augmente la probabilité que les humains osent aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon, quoi. Et du coup, une des choses qui me semble aujourd'hui confuse encore, c'est le terme d'agentivité.
Et ce que vous disiez sur donc ce que Spinoza, par l'allégorie de la pierre, aborde, c'est-à-dire le fait que vous, comme moi, comme qui que ce soit, et même les personnes qui ne croient plus ou ne croient pas au libre arbitre, perçoivent neurologiquement, intuitivement, que c'est bien moi là qui décide ce que je suis en train de faire et qui décide de faire un geste plutôt qu'un autre. À nouveau, parce que cette perception consciente, par définition, ignore toutes les causes neurologiques et environnementales et jusqu'à l'éternité de l'univers, qui conditionnent la survenue à cet instant de cette prise de conscience du fait que là, je viens de décider comme librement de faire ce geste plutôt qu'une autre. Est-ce que ce terme d'agentivité, c'est un terme sur lequel vous sentez aussi qu'il y a un enjeu ? J'ai l'impression que, par exemple, en sciences sociales, on entend agentivité comme précisément, éventuellement, comme quelque chose qui est compatible avec le libre arbitre, alors qu'en neurosciences, on appelle agentivité cette perception phénoménale là au premier degré, que c'est moi là qui décide de mes actions, mais tout en sachant que c'est déterminé. Ce concept d'agentivité, pour moi, reste obscur et c'est la raison pour laquelle je parle plutôt de puissance d'agir. Dans la lignée de Spinoza, pour comprendre ce qui advient lors d'une décision, il s'agit de penser une puissance d'agir en interaction avec d'autres puissances d'agir. Et une puissance d'agir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une capacité de produire des actions physiques et mentales, qui peut être libre ou qui peut être contrainte. Et dans les deux cas de figure, il y a une décision qui est prise, qui est l'expression d'une nécessité. Mais il y a une grande distinction entre une nécessité libre, autrement dit, une décision qui est le fruit de toute une série de causes dans lesquelles je me reconnais et qui m'expriment en tant que telle, et une nécessité contrainte, c'est-à-dire une décision qui est prise, comme on le dit parfois, à l'insu de mon plein gré, autrement dit, qui est bien ma décision, mais derrière le « ma » se joue toute une série de causes extérieures qui m'oppriment, qui au fond me manipulent à mon insu. Donc voilà pourquoi, bien sûr qu'on peut dire qu'on prend des décisions, mais la notion de prise de décision n'est pas le signe de l'exercice d'un libre arbitre inaugural, c'est le signe d'un processus qui est à la fois un processus, on pourrait dire, physique et psychique, qui est une combinatoire de toute une série de déterminations internes et externes. Et au bout du compte, on pourra dire que cette décision est libre si la puissance d'agir que j'ai est augmentée et exprime mon être, on pourra dire qu'elle est contrainte si cette puissance est diminuée, empêchée, et au fond n'exprime que partiellement mon être. Mais dans les deux cas de figure, on pourrait dire que l'action, elle est toujours le produit de causes concurrentes, ou bien je suis cause partielle, et donc j'agis et je subis en même temps, ou bien je suis cause pleinement active. Ça ne veut pas dire que j'agis seule, mais ça veut dire que les causes qui concourent avec moi m'expriment tout autant qu'elles expriment leur nature. Donc en ce sens-là, on peut bien penser une action, alors si on redéfinissait l'agentivité, une agentivité nécessaire, mais nécessaire libre ou nécessaire contrainte. Mais dans les deux cas, il y a une nécessité, c'est-à-dire un ensemble de déterminismes qui ont présidé à l'action. Alors justement, je vais vous interroger sur cette notion de libre nécessité, parce que ça sonne aujourd'hui encore pour moi, et malgré mes recherches sur le sujet, comme un oxymore. Et j'ai du mal à voir comment on peut articuler déterminisme intégral et l'usage même du terme libre autrement que se libérer d'eux. J'entends encore le terme libre comme l'idée qu'une vraie liberté fondamentale et globale existerait. Mais je vais y revenir. Peut-être partons du déterminisme intégral ou pas de Spinoza. Dans son livre L'éthique, paru donc en 1677 après sa mort, dans le livre 1, Spinoza disait « Toute chose singulière, autrement dit, toute chose qui est finie et a une existence déterminée, ne peut exister ni être déterminée à accomplir aucune opération si elle n'est pas déterminée à exister et à accomplir cette opération par une autre cause. »
qui elle aussi est finie et a une existence déterminée, et à son tour, cette cause ne peut également exister ni être déterminée à accomplir aucune opération si elle n'est pas déterminée à exister et à accomplir cette opération par une autre, qui elle aussi est finie et a une existence déterminée, et ainsi de suite, et plutôt, pour être fidèle à ce qu'il dit, et ainsi à l'infini. Est-ce qu'on peut dire que Spinoza est un déterministe intégral ? Et si oui, est-ce que vous aussi vous vous dites déterministe intégral, ou bien du fait de cette conservation, et on va venir ensuite du mot liberté, il faudrait définir autrement ce type de déterminisme que par le mot intégral. Alors d'abord, il faut observer que Spinoza ne parle jamais de déterminisme. Ouais. Il emploie le terme déterminé ou le terme de nécessité. Alors la première chose qu'il faut noter, c'est que pour Spinoza, tout est nécessaire. Alors je dirais qu'il y a une nécessité intégrale. Alors qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est-à-dire que les choses, la nature, ou ce qu'il appelle Dieu ou la nature, ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, parce que une cause étant donnée, l'effet s'ensuit. Si on pense à la nature tout entière, que Spinoza définit comme une substance absolument infinie et qu'il appelle Dieu, cette nature tout entière a une puissance de produire des effets, et c'est une puissance nécessaire qui, puisqu'elle ne peut pas se déterminer autrement qu'elle n'est. Au sens où un cercle, si on prend un exemple, un cercle, eh bien, par nature, si on conçoit la figure engendrée par la rotation d'une droite autour d'un de ses points, eh bien, par nature, le cercle aura nécessairement des rayons égaux, et on le voit très bien, puisque si on fait tourner une droite autour d'un de ses points, on voit nécessairement que c'est la même droite qui se déplace, donc que les rayons sont égaux. Donc, pour Spinoza, exprimer la nécessité de sa nature, ça veut dire affirmer tout ce qui est contenu dans la nature, et donc ça ne peut pas être autrement. Un cercle ne peut pas affirmer les propriétés du triangle. Donc la nature affirme, en tant qu'être absolument infini, eh bien, elle affirme une infinité de choses, une infinité de manières. Voilà ce que c'est que la nécessité. Alors c'est une nécessité libre, au sens où la nature en elle-même n'est pas contrainte de l'extérieur, elle est absolument infinie. Donc elle n'est pas contrainte, il n'y a pas d'extériorité. Donc en ce sens-là, eh bien, pour Spinoza, on peut dire que Dieu ou la nature, et c'est ce qu'il affirme, c'est le seul être qui est absolument cause libre, parce que c'est l'être qui exprime toute sa nature, rien que sa nature, et qui n'est pas déterminé de l'extérieur. Donc une nécessité libre, c'est quoi ? C'est le fait que un être absolument infini déploie tout ce qui est contenu dans son infinité, et en ce sens-là, il exprime sa liberté par le fait qu'il pose des effets contenus dans la cause. Donc voilà pourquoi Spinoza parle de nécessité intégrale au sens où Spinoza récuse l'idée que, par exemple, Dieu ou la nature choisirait de faire exister telle chose ou pas, en fonction d'un libre arbitre, parce qu'à ce moment-là, il dit que ce serait de l'impuissance. Parce que s'il choisit parmi les possibles, en excluant d'autres, eh bien, ça voudrait dire qu'il ne peut pas faire exister tout ce qu'il aurait le pouvoir de faire exister. Donc, il serait impotent. Et par conséquent, un libre arbitre, si on le prend à l'échelle de l'univers, ou si on le prend à l'échelle de l'être absolument infini, un libre arbitre nous condamne à l'impotence. C'est pas l'expression de la puissance, c'est l'expression de l'impotence. Donc, on ne doit concevoir la puissance que sous la forme de l'expression de la nécessité de sa nature. Exprimer tout ce qui est contenu dans sa nature. Si on s'empêche de faire quelque chose, à ce moment-là, on ne sera pas libre, on sera impotent. On exprime. Bon. Donc, voilà pourquoi, pour Spinoza, il y a cette affirmation à la fois de ce qu'on pourrait appeler en termes plus modernes un déterminisme intégral, c'est-à-dire une nécessité intégrale, mais qui est en même temps une nécessité libre, puisque c'est la nécessité qui exprime toute la puissance qui est contenue dans l'être absolument infini. Alors, passons maintenant à l'échelle peut-être plus délicate non pas des êtres infinis, de la nature tout entière. Alors, bien sûr, par nature tout entière, Spinoza n'entend pas seulement la nature matérielle, mais l'infini, tout ce qui est, l'être absolument infini.
Mais si on passe au niveau des choses dites finies, des choses singulières, dont les êtres humains font partie, eh bien à ce moment-là, évidemment, ce sont des parties de la nature, et ces parties, forcément, eh bien, elles existent avec les autres parties, donc elles subissent l'action de ces autres parties, ou en retour, elles affectent les autres parties. Nous sommes affectants et affectés. Donc en ce sens-là, eh bien, si nous sommes affectants et affectés, en tant que partie de la nature, nous exprimons à la fois notre nature et puis la nature intériorisée des causes extérieures qui agissent sur nous. Donc dans ce cas de figure, eh bien, c'est toujours de la nécessité, c'est toujours un déterminisme intégral, pourrait-on dire, mais il y a deux cas de figure. Si notre relation avec les parties de la nature, les autres parties de la nature, les autres êtres humains, les animaux, etc., tout le monde environnement, si notre relation est telle que nous subissons, nous sommes contraints par cette action, que ça diminue notre puissance d'agir, alors dans ce cas-là, bien, le déterminisme sera un déterminisme qui est une forme de servitude. Nous serons en quelque sorte contraints, pour Spinoza, c'est le terme qu'il emploie. Mais si en revanche, les actions des autres modes d'environnement de la nature, des autres parties de la nature, concourent avec la nôtre, nous renforcent, augmentent notre puissance d'agir, nous agissons bien avec la nécessité de notre nature qui incorpore aussi celle des autres, mais nous exprimons notre nature, notre puissance, et à ce moment-là, nous sommes libres. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a deux cas de figure, et c'est pour ça que pour Spinoza, au sein du déterminisme intégral, eh bien, il distingue la nécessité qu'il appelle contrainte, où on subit, où on pâtit, nécessité aveugle, il appelle aussi l'ordre commun de la nature, où on est dépendant des autres, on est toujours interdépendant, mais on est dépendant au sens où notre puissance va être contrainte et diminuée. Et puis, il y a le cas de figure où ces parties de la nature concourent, composent, forment entre elles un individu plus puissant, s'unissent, et à ce moment-là, nous exprimons bien notre nature et nous avons donc une nécessité libre. Alors, bien sûr, cette nécessité libre est beaucoup plus flagrante dans le cas de l'être absolument infini parce qu'il n'y a aucune contrainte externe, et dans le cas des êtres finis, eh bien, tout le problème, c'est l'aménagement du rapport entre les parties de la nature. Mais il ne faut jamais oublier que ces parties de la nature, en tant que parties, elles expriment aussi la nature tout entière. Donc c'est pour ça qu'elles sont une partie de la nature de Dieu, elles expriment cette puissance de Dieu, donc elles expriment aussi cette liberté de la nature. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, ça, c'est... Voilà, il écrit en 1677. Est-ce qu'en 2026, il ne peut pas y avoir un enjeu à éventuellement ne plus utiliser un terme qui nécessite d'être redéfini, à ce point redéfini, un terme qui prête à ce point le flanc aux libéraux qui entendent le mot liberté et libre autrement et au sens de libre arbitre. Et est-ce que ce serait pas intéressant aujourd'hui de rappeler à quel point sur le plan mécanique, ce qu'on entend par libre, à part supposer une liberté totale de l'infini, mais en fait, à partir du moment où on parle d'infini, il n'y a plus de relativité à autre chose, donc c'est même plus libre par rapport à quelque chose qui ne serait pas libre, donc on pourrait même imaginer que là, le terme même et le concept même s'effondrent, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, du coup, à insister sur la distinction entre libre et se libérer d'eux, au sens de, voilà, si j'enlève des menottes, je me libère de ces menottes, mais je suis pas moins j'évolue pas moins au sein d'un univers déterminé physiquement. Et donc de distinguer se libérer d'eux de l'usage du terme libre, et de rappeler à quel point il n'y a rien qui est fondamentalement absolument libre, sauf à supposer l'entité infinie, et plutôt de parler de moindres contraintes, quoi. Parce que, par exemple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notamment à l'aune de ce que les neurosciences viennent bouleverser dans les représentations, ce qu'on disait sur la conscience, sur l'agentivité, etc., il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, redéfinissent les termes.
mais pour mieux conserver l'usage des termes. Daniel Dennett, philosophe, réinventait que du coup, le libre arbitre, c'est cela même que l'on perçoit, ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça existe. Bon, donc continuons à utiliser le terme. Anil Seth, par exemple, dans son livre Être soi, parle de degré de liberté. J'en parle aussi dans le podcast au sens mécanique, c'est-à-dire qu'un poignet a plus de degré de liberté qu'un coude. Et ça, en ce sens-là, je comprends l'usage de cette expression. Mais au final, il dit que si on comprend le libre arbitre dans le sens de quelque chose qui est contraint, mais qui est quand même capable d'agir, alors conservons le terme de libre arbitre, alors on dira que c'est ça le terme libre arbitre. Voilà, j'ai l'impression que... Et l'enjeu de changer les termes me semble être l'enjeu de ne plus utiliser du coup les représentations qui sont associées à ces termes. Et dans une culture si à ce point structurée par ces représentations libérales, libre-arbitristes, individualistes, atomistiques, ce que vous disiez dans votre livre, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à ne plus utiliser ces termes? Alors le problème, c'est qu'effectivement, les mots ne sont pas simplement des vocables insignifiants en eux-mêmes et qui seraient, comment dire, totalement dépourvus d'idéologie, puisque en réalité, quand on hérite des mots, on hérite des idées qui vont avec. On dit très souvent héritage de mots, héritage d'idées. Oui, les mots sont en quelque sorte contaminés par les significations, de telle sorte qu'ils deviennent piégés et qu'au moment où on les évoque, quand bien même on voudra en changer le sens, les significations antérieures viennent se greffer sur ce sens nouveau et viennent le contaminer, le piéger ou l'anéantir. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bacon insistait beaucoup sur ce qu'il appelait les idoles du langage, hein, c'est les idoles qui sont liées au fait que les idées s'infusent dans les mots et restent. Mais en même temps, bien sûr, il y a ce travail de redéfinition des termes, et on pourrait dire, oui, il faudrait peut-être bannir du vocabulaire non seulement le terme de libre arbitre, mais de liberté pour éviter des confusions. Le problème, c'est que du même coup, si on éliminait ce terme purement et simplement pour parler de déterminisme ou de nécessité, eh bien, le terme de déterminisme ou de nécessité, mais celui de déterminisme est encore plus frappant, lui aussi est marqué par cet héritage d'idées qui fait que très souvent il est interprété comme étant un fatalisme, comme étant une sorte de causalité mécanique de l'intérieur, comme si au fond on n'était que des pions manipulés. Et c'est pourquoi même au sein du déterminisme, au sein de la nécessité, pour parler comme suffisant, on est bien obligé de maintenir une distinction entre deux types de nécessité ou deux types de déterminisme, on pourrait encore raffiner, mais des déterminismes que l'on subit et des déterminismes qui sont actifs, qui expriment une puissance, une causalité. Donc, en ce sens-là, on retrouverait toujours cette distinction entre un déterminisme servitude et un déterminisme liberté, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que, même si on dit qu'il vaudrait mieux parler de libération, et il est vrai que la liberté ou ce qu'on appelle le libre arbitre, on le donne souvent comme un donné, mais il n'y a pas de donné, tout est construit. Donc de toute façon, si on pensait une liberté, ce serait un processus, et non pas une donnée acquise pour toujours, une fois pour toutes, mais un processus qui consiste toujours à se redéfinir, c'est-à-dire à agir en situation, à se libérer de ce qui nous opprime, à affirmer une puissance d'agir plus grande. Donc même la liberté, il faudrait la penser comme active, c'est-à-dire comme libération en permanence. Et donc, en ce sens-là, il ne faut pas se laisser piéger par le mot libre, quand bien même on le revendiquerait. Ou de la même manière, si on maintient l'idée d'un déterminisme, il faudrait sans arrêt dire que ce n'est pas non plus quelque chose qui est posé d'avance, comme un destin, comme les parcs qui auraient déjà tissé toute notre existence, qu'il y a aussi au sein du déterminisme, de l'activité, de la puissance d'agir, puisque un déterminisme peut jouer contre un autre, et il faut voir que ce qui est essentiel, c'est la puissance causale, c'est la puissance de produire des effets. Donc on est obligé, malgré tout,
de maintenir un vocabulaire qui permet de faire ces distinctions. Parce que sinon, on se retrouvera toujours piégé par cette espèce de face-à-face. Et je voudrais aussi dire qu'il y a deux choses à penser. Si on pense les choses en termes temporels, on les pensera toujours en termes de processus. Hein, et donc, on pensera la liberté en termes de libération, d'affranchissement par rapport à des contraintes qui pèsent, ou d'affirmation de ce qui est en nous le plus essentiel, ce qui nous exprime au sens le plus plein du terme. Donc on pourra le penser en termes de processus, mais si on regarde le résultat, abstraction faite du temps, ben on pourra employer l'entité liberté, en disant que le processus par lequel on s'est libéré bien, a pour résultat la liberté. Non pas la liberté une fois pour toutes, mais en ce qui concerne tel type d'acte, par exemple. Donc on pourra quand même employer la qualité ou le qualificatif, à condition de ne pas faire de ce qualificatif quelque chose de substantiel, de métaphysique qui durerait pour toujours. Il ne vaut que pour cet acte-là ou pour ces circonstances-là, et non pas dans l'absolu. Et je pense que ça n'a aucun sens de dire que les hommes sont libres ou les hommes sont déterminés, parce qu'on fait abstraction, quand on dit ça, on fait complètement abstraction des conditions dans lesquelles s'exerce le déterminisme ou s'exerce la liberté. Donc on hypostasie finalement des processus, une histoire, en la transformant en entité métaphysique, comme si, au fond, c'est toujours, on avait toujours des face-à-face de grandes entités qui subsistent indépendamment de l'action des hommes. Amour-haine, ça n'a pas de sens de parler d'amour-haine sans parler de un tel ou qui est ou qui aime dans telle ou telle circonstance. Donc on sépare finalement les concepts de leur effectuation dans la réalité, quoi. Oui, c'est important de maintenir une appréhension dialectique du réel, au sens marxiste, et matériel et historique, quoi, dans cette ligne. J'avoue m'être un peu attelé au début de quand ces questions ont commencé à d'abord me bouleverser, puis quand j'ai voulu travailler, les mettre en mots, puis après avec ce podcast, je me suis un peu attelé à voir s'il n'y avait pas un terme autre que déterminisme qui, lui, prêterait moins le flanc aux libéraux et qui entendent par là, en effet, quelque chose de fataliste et de prédéterminé, là au sens même protestant, de prédéterminisme décidé par Dieu. Et puis je me suis rendu à l'évidence que je n'étais pas philosophe et que je n'avais pas... Il y a eu conséquentialisme, j'ai vu voilà, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est le terme matérialisme qui est suffisant et qui est très bien, mais en même temps, matérialisme est très vite associé au matérialisme mercantile. Un confrère médecin qui travaille aussi sur la question, lui préfère le terme de naturalisme, au sens là, peut-être probablement spinoziste de tout est compris dans la nature, donc on parle de naturalisme, mais là c'est associé à de l'entomologie et donc ouais, c'est difficile de trouver le terme qui parle de ce qu'on définit là aujourd'hui et qui ne soit pas lui aussi pris dans des représentations qui enferment et qui sont pas justes. Ouais. Je ne sais pas si vous avez un autre terme que celui-là. Vous préférez le terme de nécessité au final. De nécessité, mais le terme central pour moi, c'est celui de puissance d'agir. Okay. C'est-à-dire, de quelle puissance dispose-t-on pour agir? Et cette puissance-là, on doit la penser, puisqu'elle ne peut pas être prise dans l'absolu séparé des autres, on doit la penser comme en relation avec d'autres puissances qui soit la confortent, soit l'augmentent, soit la contrarient, la diminuent. Et donc, c'est dans cet entrelac des puissances respectives des uns et des autres, dans leur concours ou dans leur concorde ou dans leur discorde, que va s'exprimer de la servitude ou de la liberté. C'est plutôt en ce sens-là, c'est pour moi peut-être le concept qui me paraît le plus éclairant et qui permet aussi de tracer une ligne de partage, c'est-à-dire entre une nécessité contrainte et une nécessité libre. C'est-à-dire que lorsque ma puissance d'agir est renforcée,
lorsque ma puissance d'agir m'exprime vraiment, lorsque je ne subis pas, eh bien, on pourra dire que oui, elle est placée sous le sceau de la liberté ou de la libération. En revanche, lorsque cette puissance d'agir s'amenuise, lorsque je suis empêchée, entravée, je dispose bien encore d'une puissance, mais cette puissance tend à diminuer, et donc, en ce sens-là, je vais vers plus de servitude. Mais c'est plutôt quelque chose qui est en mouvement et relatif. Plus de servitude, plus de liberté, on pourrait dire d'une certaine façon. Dans ce qui augmente notre puissance d'agir, il y a donc cet usage du terme de raison. Dans le livre 4, proposition 59, Spinoza écrit « À toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par un affect qui est une passion, nous pouvons être déterminés sans lui par la raison. Démonstration de point, agir par raison n'est rien d'autre que faire ce qui suit de la nécessité de notre nature considérée en elle seule. » Qu'est-ce qu'il entend par raison, puisqu'à nouveau, peu à cet endroit-là, des compatibilistes peuvent se servir de ce genre de phrases pour réintroduire ici, comme par exemple le terme de conscience pour les marxistes compatibilistes, l'idée que par la raison, on se libère de ses déterminants, donc on peut être libre. Sauf que cette raison est elle-même un phénomène déterminé, elle-même est un phénomène causé matériellement et historiquement, quoi. Mais donc, qu'est-ce que Spinoza entend par raison et ouais. Alors, d'abord, la grande difficulté vient du fait que quand on extrait une phrase de son contexte, on peut penser qu'elle est le dernier mot, et ça peut donner lieu à des contresens. Alors pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, ce qui est clair pour Spinoza, c'est que la raison, s'il prend au sens large, c'est la connaissance vraie, la connaissance adéquate. Après, il y a un sens plus technique, il entend par raison un type de connaissance vraie, c'est une connaissance qui est dégagée des propriétés communes des choses, la connaissance par notion commune. Mais il y a une autre connaissance qui serait rationnelle, ce qu'il appelle la connaissance du troisième genre, où là, on ne connaît pas seulement les propriétés communes, mais on connaît l'essence singulière des choses. Je ferme la parenthèse. D'une manière générale, on peut simplement dire que connaître par raison, c'est connaître adéquatement, c'est connaître les causes des choses. Mais ça pourrait laisser entendre, effectivement, comme vous le soulignez, que la raison est toute puissante, et d'une certaine manière, une fois qu'on connaît les choses, eh bien, on peut s'en libérer. Donc ça donnerait lieu à une forme d'intellectualisme. Et ça réintroduirait effectivement une sorte de puissance sur le corps, sur le... Sauf que, d'une part, Spinoza précise bien que l'esprit n'agit pas sur le corps, hein, il n'y a pas de causalité réciproque, ni le corps ne peut produire des idées, ni l'esprit ne peut produire des affections corporelles, hein, puisque l'esprit et le corps, c'est une seule et même chose exprimée de deux manières. Donc, quelque chose qui est un mode de la pensée ne peut pas avoir d'effet sur un mode de l'étendue et réciproquement. Donc ça, c'est déjà important de le noter. Donc il veut pas dire par là, quand il dit qu'une raison, quand on connaît les causes de nos passions, eh bien ça devient des actions, et à ce moment-là, on se libère. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'effectivement, la raison, en tant qu'elle connaît, hein, quand je comprends pourquoi je pâtis, j'ai les clés de cette passion, et donc je connais les causes de cette passion, et donc je peux mettre en place les mécanismes ou d'autres types d'actions qui vont contrecarrer cet affect. Mais ce que Spinoza montre bien, c'est que la raison toute seule est impuissante. Hein. Il le dit, la connaissance vraie du bien et du mal, hein, donc la connaissance rationnelle, elle seule ne peut pas venir à bout des passions. Il faut que cette connaissance devienne un affect. Autrement dit, ça suppose quoi ? C'est pas la raison qui nous transforme, c'est que cette raison, elle doit être accompagnée d'un affect, autrement dit qu'une modification corporelle. C'est-à-dire que l'état du corps doit aussi changer. Quand, par exemple, je me sens en servitude parce que je suis prise par la haine à l'égard de quelqu'un, une haine qui m'aveugle, qui va être extrêmement destructrice. J'ai beau comprendre les causes qui me poussent à haïr, cette compréhension en elle-même, si ça ne modifie pas mon état du corps, l'état qui m'amène à vouloir bondir sur la personne que je hais, à vouloir la détruire,
eh bien, je serai impuissant, je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire. Hein. Voilà en reprenant la formule de Ville. Donc voilà pourquoi seul un affect peut vaincre un autre affect. Et qu'est-ce que ça veut dire, seul un affect peut vaincre un affect? Un affect, chez Spinoza, c'est à la fois un état corporel, une affection du corps qui augmente ou diminue la puissance d'agir, et en même temps l'idée de cette affection corporelle. Donc un affect, c'est toujours quelque chose, c'est un état psychophysique, et donc il faut changer cet état psychophysique si on veut modifier la puissance d'agir d'un individu. Donc ça ne sert à rien de dire par injonction use de ton libre arbitre et décide d'éloigner cette cause qui te détruit si l'état corporel et mental n'est pas modifié. Autrement dit, s'il n'y a pas d'autres affects qui viennent le supplanter, si par exemple la haine n'est pas contournée par d'autres affects qui vont faire divertissement par exemple, ou ce n'est pas converti en amour, plus difficile, mais ça suppose qu'il y a un changement qui se produise de l'état du corps et en même temps de l'état de l'esprit. Donc ce que décrit Spinoza lorsqu'il dit un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée adéquate par la raison, il décrit là le processus mental par lequel on prend conscience de la passion et on analyse les raisons de la passion. Mais cette prise de conscience en elle-même ne suffit pas pour modifier les choses. Encore faut-il qu'on puisse changer l'état du corps tout en changeant l'état d'esprit. J'entends là que Spinoza est le premier psychothérapeute qui a l'intuition à ce point de ce qu'on essaye de faire au quotidien en psychologie et en psychothérapie, quoi. Mais effectivement, en tant qu'il prend en considération à la fois l'état du corps et l'état mental de façon corrélée, il permet de comprendre pourquoi les injonctions simplement morales, spirituelles n'ont pas d'effet. Il faut produire un autre état de la puissance d'agir qui permet de changer. C'est la raison pour laquelle aussi les psychomotriciens se sont beaucoup intéressés à Spinoza, parce que le rôle du corps est essentiel. Il y a nécessairement cette corrélation entre esprit et corps qui agissent ou qui pâtissent de concert, quoi. Oui, c'est ce que je répète souvent aux patients que je rencontre en disant qu'être d'accord ne suffit pas et que ça demande de la pratique, quoi. Pour pouvoir modifier notre manière d'être, il faut bien modifier notre condition matérielle, notre câblerie neurologique, et ça demande de la kiné du cerveau, comme on ferait de la kiné du corps pour modifier notre manière de fonctionner de notre genou, pour arrêter d'avoir mal au genou, quoi. Décider librement ou bien même, sans parler même de libre décision, simplement être d'accord avec l'énoncé du psychiatre ou du psychologue ne suffit pas à modifier radicalement la manière qu'a ce corps que je suis de fonctionner, quoi. Oui, parce que ça reste quelque chose d'extérieur. Et puis, d'autre part, ça suppose aussi une modification du corps et de son environnement. C'est-à-dire aussi, c'est pas seulement le corps tout seul qui pourrait produire une autre affection, parce que cette affection qui va modifier l'état du corps, eh bien, elle intervient aussi très souvent en corrélation avec des causes extérieures, un autre environnement matériel, un autre environnement d'échange, d'autres types de jouissances qui viennent modifier l'état premier, le relativiser, l'estomper, mettre de la distance. Une analyse rigoureusement déterministe du réel aide à prendre en compte le plus de déterminants possible de ce qui fait qu'on est ce qu'on est, et permet d'augmenter notre puissance d'agir aussi, par exemple en tant que médecin, sur l'état d'une personne en laissant de côté la vaine tentative de le modifier par le fait d'en appeler à sa libre volonté d'aller mieux, mais aussi augmente nous engage du coup à ne pas nous en limiter aux causes individuelles et simplement contextuelles, mais à voir à quel point il y a des déterminants sociétaux, politiques, écologiques, qui sont aujourd'hui très montrés. Quand il y a un pic de chaleur, le taux de tentatives de suicide augmente, quoi.
Vous disiez tout à l'heure, comme modifier les affects. Pour modifier ces affects, justement, ça me faisait penser à Henri Laborie, qui, dans une émission sur Radio Libertaire dans les années 80, je crois, disait à quel point la pensée déterministe était bien un des seuls moyens, en tout cas affirmer que le libre arbitre n'existe pas et que la liberté n'existe pas, était bien un des seuls moyens d'accéder à la tolérance profonde, notamment du fait de savoir que si l'autre est différent de moi, et si malgré le fait qu'on discute, il continue à être différent de moi et à penser autrement, et éventuellement être un ennemi politique, un adversaire, ça n'est pas parce qu'il le décide librement et qu'il décide librement de me faire du mal, mais c'est bien parce qu'il a autant de raisons, alors il n'a pas raison, mais il a autant de raisons d'être ce qu'il est que moi j'ai de raisons d'être ce que je suis. Et du coup, c'est ça qui permet d'accéder à une idée de tolérance. Et si je veux changer l'état du monde, et si je veux changer l'état des autres, et si je veux, par exemple, militer de manière encore plus puissante, de savoir précisément que si l'autre est ce qu'il est, c'est qu'à cet instant T, l'organisme qu'il est pense qu'il a plus d'intérêt à penser comme ça qu'autrement, permet de savoir que c'est pas en le condamnant simplement moralement qu'on va le changer, quoi. Espèce de raciste, change, tu es mauvais parce que tu es raciste, n'a jamais fait changer d'opinion un raciste, quoi. Et donc du coup ça m'amène à un passage de votre livre où vous parlez alors là du dernier livre, où vous reparlez de la différence, en fait de la complexion, la manière avec laquelle une pensée déterministe du réel, à nouveau on pourrait dire matériel et historique du réel, permet de penser la complexion des humains. Est-ce que c'est pas enfin, en effet, se donner les vrais moyens d'analyser réellement les déterminants réels des trajectoires individuelles, mais aussi des trajectoires sociales et sociétales, donc des trajectoires politiques, et d'augmenter notre manière de modifier la politique, quoi. Effectivement, le concept de complexion permet mieux de penser les relations interindividuelles ou la politique, puisque penser à la fois les complexions des individus ou les complexions des peuples, ça permet d'analyser l'ensemble des déterminations qui peuvent être aussi innées, mais surtout acquises, et des facteurs historiques qui interviennent sur les trajectoires. Et c'est vrai que tant qu'on ne comprend pas la complexion d'un individu, eh bien, on le conçoit sur le modèle de sa propre complexion, et on voudrait qu'il nous ressemble en tout point, et on voudrait qu'il fasse effort pour être semblable à nous et adopter nos propres idées. Alors, si on comprend que cette complexion est le fruit d'une histoire, qu'elle est profondément enracinée et qu'on ne peut pas s'en défaire, on peut la modifier, puisque ce sont des fils qui sont noués, donc ces fils, on peut les détendre, les renouer autrement, mais ces fils sont là. Si on ne comprend pas cela, eh bien, on aura une opposition frontale où on s'expose finalement à l'impuissance, puisqu'on va demander à des êtres de changer volontairement ce qu'ils ne pourront spontanément pas faire. Quand quelqu'un a été éduqué de telle sorte qu'on lui dise qu'il est supérieur aux autres, que son destin est de prendre le règne de l'entreprise, et que dans l'existence il y a des gens qui sont supérieurs et que d'autres et qui sont faits pour commander, d'autres pour obéir, il est extrêmement difficile dans cette position d'élection de se mettre à la place des exclus. Donc pour cela, effectivement, il faut pouvoir modifier cette complexion, faire en sorte qu'elle puisse prendre en compte d'autres déterminants que ceux à partir duquel elle a été fabriquée elle-même. Et c'est pour ça que, effectivement, un adversaire politique, il ne faut pas avoir en lui un libre arbitre qui décide de s'opposer à soi de façon volontaire et résolue. Il faut comprendre aussi un individu historique qui a été façonné à penser et à agir comme il le fait, et qui a du mal à penser autrement. Et par conséquent, bien sûr, s'invite à une forme de compréhension de la position de l'adversaire,
compréhension qui permettent de fourbir des armes pour l'amener à modifier, mais précisément en tenant compte de cette complexion, en pensant qu'elle ne pourra pas être magiquement et par l'effet de volonté changée de fond en comble, donc tenter de l'infléchir, mais jusqu'à un certain point aussi, c'est-à-dire à la fois, vous dites que ça permet davantage de tolérance, c'est vrai, mais en même temps, si on peut trouver à quelqu'un des excuses d'être ce qu'il est, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va le laisser être ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on ne va pas le combattre aussi, essayer de le neutraliser. Donc il peut y avoir deux manières de neutraliser, essayer de prendre en considération la complexion de l'autre et voir jusqu'à quel point elle peut être modifiable, et puis si effectivement ça n'est pas modifiable et que donc forcément il n'y a pas de concorde possible parce que c'est une question de survie, à ce moment-là le combattre. Spinoza avait une formule assez frappante dans une de ses lettres, lorsqu'il disait que qui est mordu par un chien enragé à la rage est excusable en vérité, mais est-ce à dire qu'il soit défendu de l'étrangler? En ce sens-là, ça veut pas dire que celui qui est enragé contre les autres, on pourrait dire d'une certaine façon, on pourra expliquer pourquoi il l'est, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas s'en protéger et s'en défendre. Autrement dit, le déterminisme, ça veut dire que quelqu'un est déterminé ou qu'il a une complexion déterminée, ça ne veut pas dire qu'on va le laisser tout faire sous prétexte que ça n'est pas le fruit de sa volonté, sous prétexte qu'il est comme ça et il ne peut pas être autrement. Ça n'implique pas l'absence de résistance, une acceptation fataliste de tout ce qui advient comme étant à subir passivement. Et alors dans ce que vous disiez là sur l'exemple que prend Spinoza du chien enragé, j'ai une question donc du coup évidemment sur la responsabilité. On pourrait dire autant les détracteurs du déterminisme que les intégristes du libre-arbitrisme inventent que si le libre-arbitre disparaissait, tout le monde se mettrait à faire n'importe quoi. Alors on peut comprendre évidemment qu'en relatif à une culture qui croit en l'existence des libres-arbitres et qui adosse son système représentationnel et notamment son cadre légal sur le libre-arbitre, on peut évidemment imaginer que si on enlève le libre-arbitre, alors il n'y a plus de responsabilité, puisque notre culture contemporaine lie les deux. Mais si on découvre un peu collectivement à quel point les humains ne sont pas libres d'agir tels qu'ils agissent et à quel point le libre-arbitre n'existe pas, on découvrirait tout simplement à quel point le concept de responsabilité n'est pas lié au libre-arbitre et existe en soi, dans le sens où quand bien même quelqu'un qui vient d'agir comme il a agi est malade, et par exemple souffre d'un trouble schizophrénique et entend des voix qui lui ont dit d'agir comme il a agi, ça n'en reste pas moins cet organisme et cet individu qui vient d'agir comme il a agi. Et si savoir qu'il est malade permet de savoir d'un point de vue déterministe et matérialiste, et au nom même de diminuer le risque de survenue à nouveau de comportements comme ça, si savoir qu'il est malade permet de savoir que ça n'aura aucun intérêt de le mettre en prison, que de le mettre en prison n'augmentera pas la probabilité qu'il se calme et qu'il ne refasse pas ce qu'il fait, ça n'enlève en rien le fait que c'est bien cet organisme qui a fait ce qu'il a fait, et au contraire, ça augmente à nouveau notre puissance d'agir au sens de souci d'expliciter au plus précisément les déterminants qui ont amené cet organisme à agir comme il a agi, et donc à savoir éventuellement qu'il faut à la fois un traitement, à la fois et éventuellement même une fois soigné, qu'il soit présenté à un juge qui puisse expliquer ce qui vient de se passer, quoi. J'ose dire cette chose-là puisque dans la psychiatrie il y a vraiment cette dichotomie on sort totalement au nom d'un humanisme tout à fait louable, on sort totalement les personnes qui souffrent de troubles schizophréniques par exemple de toute présentation à un juge, ce qui ne manque pas à chaque fois de choquer la population, de dire on l'a déresponsabilisé. Et j'ai l'impression que de sortir de la croyance du libre-arbitre permet de retrouver ce sens un peu commun du terme responsabilité, qui est que tout est co-responsable, et qu'on est tous absolument co-responsables,
Et simplement, avoir une appréhension scientifique, matérielle et historique du réel permet de se redonner les moyens d'aller voir précisément les déterminants qui causent les comportements des individus et donc d'opposer à ces déterminants des solutions les plus adaptées possibles, non plus au nom de la morale et par question de principe, il faut imposer des peines à ceux qui ont causé de la peine, mais au nom de l'efficacité même de ce qu'on veut faire dans notre société, c'est-à-dire diminuer la survenue, par exemple, de comportements antisociaux, quoi. D'abord, je dirais que la croyance au libre arbitre, c'est au fond la croyance en un système de cruauté. Ouais. Parce que quand on pense en termes de libre arbitre, on le conçoit très souvent sous la forme d'un choix entre le bien et le mal. Et du même coup, on ne comprend pas pourquoi certains, s'ils sont vraiment éclairés, choisiraient le mal. Donc on va penser ce choix comme étant le fruit d'un vice, d'une faute, d'un péché. Et donc le libre arbitre est empoisonné tout le temps par la théorie de la culpabilité. Il n'y a pas de conception du libre arbitre qui ne soit finalement traversée par l'idée de la faute. Et la faute nous écrase d'une certaine manière parce que on ne comprend pas quelqu'un qui dispose d'un libre arbitre, pourquoi finalement il choisirait le mal, pourquoi finalement un ange comme Lucifer qui a la lumière, pourquoi il choisit le mal, sachant qu'il va être en enfer d'une certaine manière. Et donc on ne comprend pas comment on peut pécher, comment on peut, sachant où est le bien et le mal, ayant le pouvoir de choisir entre les deux, il peut y avoir de la faute. Et donc, du même coup, le libre arbitre s'accompagne toujours d'un système judiciaire extrêmement cruel, puisque non seulement déjà, on a fait du mal, mais en plus, on est coupable de ce mal. Autrement dit, on rajoute de la tristesse à la tristesse d'avoir mal agi, et puis la tristesse de n'avoir pas su empêcher cette action, et donc avec le remords que ça peut supposer. Donc, en revanche, évidemment, les tenants du libre arbitre vont dire au moment où une action mauvaise est entreprise, alors mauvaise pour soi et pour les autres, c'est-à-dire qui va entraîner des destructions, qui va entraîner, donc il ne s'agit pas de nier qu'il puisse y avoir du mal. Dans le cadre du théorie du libre arbitre, on va dire ah oui, mais s'il n'y a pas de libre arbitre, si la personne ne pouvait pas choisir entre le bien et le mal, eh bien on devrait la déclarer totalement irresponsable. À ce moment-là, on excuserait le mal et finalement chacun sera encouragé à le faire. Ce qui est s'entendre qu'on fait toujours le bien par contrainte et non pas par libre arbitre. On ne le désire pas, mais on le fait parce qu'on redoute les sanctions, parce qu'on se sentira coupable, etc. Et donc dans le cas d'un système où on pense en termes déterministes, il ne s'agit pas de confondre le déterminisme avec un système totalement déresponsabilisant. Alors on pourrait avoir la nuance qui consiste à dire celui qui commet un crime est responsable mais n'est pas coupable, n'est pas coupable au sens où quand il le fait, au moment où il le fait, il ne pouvait pas faire autrement qu'il n'a fait. Dans d'autres circonstances, peut-être, s'il change, s'il était contenu par d'autres, il ne l'aurait pas fait, mais en tout cas, au moment où il le fait, il ne peut pas faire autrement. Donc, sachant cela, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faisait comprendre pourquoi il l'a fait, pourquoi on n'a pas pu empêcher, et pourquoi il n'a pas pu s'empêcher d'agir comme il a agi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement qu'il va falloir trouver des moyens à l'avenir de ne pas reproduire le même phénomène, le même crime, ou d'empêcher à titre préventif que l'événement n'ait lieu. Mais en aucun cas, ça ne supprime le fait que la personne, qu'elle soit aveuglée par ses passions, qu'elle soit victime de la misère sociale, qu'elle soit donc déterminée par sa démence, par ses problèmes psychiatriques, par ses problèmes affectifs, ça n'empêche pas que la personne a été cause. Donc le déterminisme n'invalide pas la notion de causalité. Et à partir du moment où on est cause d'un acte,
hein, et où on peut dire, il faut regarder où s'exerce la causalité, c'est-à-dire que ça peut être aussi une causalité partagée, parce que cette causalité a pu être induite par d'autres causes, mais il y a quand même une causalité qui est là, hein, et en ce sens-là, évidemment, eh bien, une société doit trouver les moyens de se protéger contre les effets nocifs de cette causalité. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne soit jugée coupable, hein, puisque c'est l'acte qui est condamné, et ce n'est pas la personne. Tout le problème, c'est de savoir comment la mettre en état de ne pas reproduire cet acte et d'avoir conscience de cet acte. Et donc, en ce sens-là, on pourrait dire qu'elle est cause inconsciente de cet acte, et tout le travail, on pourrait dire, de la société, c'est d'arriver à faire prendre conscience de cet acte, donc pour qu'il soit, qu'il puisse peut-être être jugé, que la personne le juge elle-même devant le tribunal, mais avant qu'elle soit en état de le faire, lui donner les moyens de sortir de cet état qui l'a conduite à ce mal objectif. Donc voilà pourquoi, pour reprendre la formule de Spinoza, si quelqu'un nuit, ben, il faut l'empêcher de nuire. Ça c'est clair. On ne va pas laisser tout faire sous prétexte qu'on serait en système de déterministe fataliste. On ne va pas le laisser tout faire, mais en même temps ne pas croire qu'elle est entièrement responsable de ce qu'elle a fait, et que surtout qu'elle est excusable au sens où il y a des causes qui ont déterminé son acte, et que si elle avait pu agir en pleine connaissance de cause, avec toutes les conséquences que son acte implique, sans doute elle n'aurait pas choisi cet acte-là. Bah ouais. Oui, ça me semble fondamental de rappeler à quel point expliquer et comprendre n'a fondamentalement rien à voir avec le fait d'excuser, quoi. Oui. Quand on a une appréhension matérielle et historique, déterministe, scientifique du réel, on essaye autant que possible de s'extraire de notre conditionnement moral et de représentation morale. On essaie de comprendre les mécaniques à l'œuvre pour augmenter notre capacité à agir dessus, quoi. Dans le dernier livre de Geoffroy de Laganerie, il y a une proposition que j'aime beaucoup. Alors c'est un livre sur l'abolitionnisme pénal, donc là ce qu'on dit conserve un système pénal. Dans son dernier livre, lui, il propose, en tout cas il explique le fonctionnement de cette proposition abolitionniste pénale. Il fait une proposition que je trouve très importante, qui est que dans les prétoires, on a les experts psychiatres, mais on n'a pas les experts sociologues. Et donc du coup, il propose l'idée d'une expertise sociologique, comme même titre qu'on a une expertise psychiatrique, pour expliciter les déterminants historiques qui auront augmenté la probabilité que l'acte survienne, quoi. On reste toujours à l'échelle de l'individu avec une dimension chaotique et fondamentalement imprévisible. Et c'est probablement là-dedans que les humains ont l'illusion de liberté, quoi. L'imprévisibilité nous donne une intuition que c'est là que se logerait la liberté. Mais cette imprévisibilité de l'individu du moment où il va agir comme il a agi n'enlève en rien le fait qu'en reprenant l'histoire de la personne, on peut trouver des éléments qui augmentent la probabilité de survenue d'un acte antisocial, quoi. Effectivement, l'analyse d'un acte consiste toujours à poser un diagnostic, mais un diagnostic extrêmement restreint, diagnostic de type médical, alors ça peut être psychiatrique, mais toujours un diagnostic qui est cantonné à l'individu en lui-même, et non pas un individu comme produit aussi de circonstances incarnées, de circonstances historiques et sociales. Et c'est pourquoi, si on veut comprendre tous les crimes dont peut souffrir une société, il faut analyser cette société, parce que le crime est le symptôme du dysfonctionnement de cette société. Et l'individu, à ce titre-là, c'est l'expression d'un dysfonctionnement social global. C'est un élément du social qui a produit des effets désastreux sur l'ensemble, mais cet élément n'est pas séparable. C'est un maillon d'une chaîne plus globale, et en ce sens-là, lorsque une société connaît beaucoup de crimes, c'est la société tout entière qui est malade, et c'est la société tout entière qui doit faire l'objet de soins ou d'une transformation pour aller plus avant, une transformation politique. Et de ce point de vue, je reviens à Spinoza qui dit que dans une société, lorsqu'il y a beaucoup d'entorses à la loi, lorsqu'il y a beaucoup d'injustice, ce n'est pas à mettre au compte des individus, c'est à mettre au compte de la mauvaise organisation de l'État.
Et C'est en dit ce comme ça. sens-là, il le dit comme ça, c'est-à-dire ce ne sont pas les individus, ce ne sont pas les individus qui sont au premier chef à blâmer, hein, mais ce sont les lois de la société qui sont mauvaises. Mais quand il y a une épidémie de burn-out, dépression, addiction, anxiété, c'est en effet moins au développement personnel individuel qu'il faut en appeler qu'à une refonte globale et systémique. C'est un des termes que je trouve fondamentaux dans la pensée déterministe, c'est bien de passer d'une analyse, vous disiez atomistique, je trouve ça si juste, à une analyse systémique, quoi. L'individu humain lui-même est un système biologique, quoi, et au sein d'un système social qui est au sein d'un système écosystémique, et de tout penser simplement et toujours qu'en termes dialectiques et systémiques, quoi, et pas de ne plus avoir en idée qu'il y aurait un début et une fin à quoi que ce soit, quoi, ni à l'individu, ni à l'histoire, ni... Oui, il faut sans arrêt une approche holiste, Ouais. Holiste qui est en même temps une approche historique, puisque c'est toujours un rapport de partie à tout, un individu une partie d'un tout, mais il ne s'agit pas d'une partie statique et d'un tout statique, mais c'est toujours une interaction historique entre les parties et le tout, et à ce niveau-là, quand un individu est malade, c'est le symptôme de la maladie de la société tout entière. Alors on peut penser qu'on va focaliser sur l'individu parce que c'est lui qui produit le symptôme, mais c'est le symptôme d'un corps souffrant dans sa globalité, quoi, d'une certaine façon. Dans votre dernier livre, vous proposez, vous revenez sur la notion de transclasse et vous la poursuivez et vous la précisez et vous la redialectisez à l'aune de nos combats contemporains, et notamment en faisant le lien avec le combat intersectionnel, et auquel vous, je crois, si j'ai bien compris, vous préférez le terme de complexion, l'analyse intersectionnelle à nouveau remettant des débuts et des fins et des représentations de choses délimitables, alors que c'est toujours des cartes cognitives qui sont liées et qui sont interliées. Et puis, vous définissez 3 types de transclasses. Vous parlez de transclassisme interclasse, le fait de changer de classe, donc de passer d'une classe à une autre, ce qui conserve les classes. Pour parler ensuite de transclassisme extraclasse, qui propose d'abolir les classes, comme ce que pourrait proposer une société communiste, et je voudrais revenir là-dessus avec vous. Est-ce qu'il y a 2 communismes, ceux qui en appellent à la dictature du prolétariat et ceux qui en appellent à un dépassement des classes, ou bien c'est une proposition en propre que vous faites, le fait qu'on pourrait se souhaiter en tant que gauche, éventuellement communiste, de dépasser les classes? Et puis vous parlez de transclassisme supraclasse, qui propose donc de penser ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire les complexions, les intrications des différents déterminants qui font que nous sommes ce que nous sommes, et en tant qu'individu, mais voilà à nouveau en tant qu'individu incarné dans ces corps sociaux composés d'individus que nous sommes. Donc j'ai ces premières questions, et est-ce que le déterminisme intégral n'est pas précisément ce rapport au réel qui permet d'accéder à ce transclassisme supraclasse, quoi? Alors effectivement, j'ai voulu continuer un processus de réflexion amorcé dans les transclasses ou dans la reproduction, où j'analysais ce que j'appelle maintenant, avec du recul, un transclassisme intraclasse, c'est-à-dire ce qui se joue entre les classes, quand des individus quittent un milieu social pour passer dans l'autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit des enfants issus des classes ouvrières, prolétariennes, à la bourgeoisie, ou l'inverse. Donc ce transclassisme-là, c'est un transclassisme qui, certes, au niveau individuel, induit des changements, mais sur le fond, à l'échelle de la société tout entière, ça ne la transforme pas. C'est pour ça que ce transclassisme-là me paraît un transclassisme
conservateur. Et pour conserver, il faut que des choses changent pour que rien ne change. Donc ces changements-là peuvent être positifs pour les individus à l'échelle microscopique, mais à l'échelle macroscopique, ils ne vont pas modifier fondamentalement l'ordre social. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris à partir de cette question du transclassisme l'idée que si on veut penser une émancipation réelle, et pas simplement ponctuelle pour des individus qui améliorent leur situation, et encore, ça peut être discutable à l'échelon individuel. Si on veut penser une émancipation réelle, bien, il faut mettre un terme aux inégalités, et d'abord un ordre social fondé sur les classes, c'est-à-dire sur une relation qui est une relation de domination, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui n'ont que leurs ressources, leurs ressources devant leur force de travail pour survivre. Donc j'ai voulu penser ce que j'ai appelé un transclassisme extra-classe, c'est-à-dire sortir des classes et revenir sur cette problématique de l'abolition des classes telle que Marx l'a formulée en premier, et introduire une nouvelle dialectique peut-être au sein du marxisme, parce que d'abord cette notion de dictature du prolétariat, Marx ne l'a évoqué qu'une fois de façon très rapide et il n'en a pas fait une théorie, c'est plutôt ses héritiers qui l'ont mise en avant. Et je reviens là-dessus pour montrer que d'une part ça peut être pas être très bien compris et que ça peut pas être une solution, et d'autre part pour montrer que si on s'en tient à la société communiste telle que Marx l'a envisagé, il a donné que quelques pistes puisqu'il analyse surtout le capitalisme, bien, on ne se pose pas la question de savoir ce qui advient lorsque, économiquement, eh bien, on a divisé le travail autrement, on a aboli le capitalisme, on a résolu, on pourrait dire, les problèmes économiques et politiques, mais est-ce qu'on a résolu pour autant tous les problèmes ? On ne se pose pas la question de savoir ce que c'est que ce royaume de la liberté que Marx promet au-delà du royaume de la nécessité. Lui, ce qu'il veut régler, c'est le royaume de la nécessité, c'est-à-dire les conflits et la domination, mais au-delà, il dit très peu de choses. Donc c'est cette question-là qui me paraît centrale, et c'est pour ça qu'il me paraît nécessaire d'aller au-delà de l'abolition des classes, parce qu'il n'est pas certain, supposer même qu'on abolisse en redistribuant les richesses, en redistribuant le pouvoir, en évitant la confiscation privée des biens de production, l'héritage, autrement dit en appliquant les mesures qui sont celles d'une société communiste, quand bien même à tout point de vue on arrivera à le mettre au point, il n'est pas garanti pour autant qu'on atteindrait la liberté, que ce serait une véritable émancipation. Parce que l'abolition des classes laisse subsister des discriminations qui ne sont pas, même si elles sont encouragées par lui, qui ne sont pas produites par le capitalisme, qui ont existé avant lui, que ce soit des discriminations de type racial, des discriminations de type de genre, patriarcal, de discrimination sexuelle, discrimination sur l'âge, handicap, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, et c'est pour ça que je voudrais penser à un transclassisme supraclasse. Ça va au-delà des classes cette fois-ci. Alors tous ces mouvements sont à penser ensemble, il ne s'agit pas de les opposer, interclasse, extraclasse et supraclasse, parce que si on veut pouvoir penser une libération, une liberté, une émancipation pour toutes et toutes, il faut nécessairement prendre en considération toutes les discriminations. Alors, je critique un petit peu l'outil intersectionnel qui nous permettait de prendre en considération des différences fines, c'est-à-dire voir qu'il n'y a pas que les classes sociales ou qu'il n'y a pas que les discriminations de genre patriarcales, mais qu'il y a des croisements, notamment, par exemple, c'est le cas des femmes noires prolétariennes qui subissent plusieurs discriminations à la fois. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais le problème des luttes intersectionnelles, c'est qu'on sélectionne des types de discrimination et on se situe sur ce carrefour-là, parfois en abandonnant les autres, en disant que ce type d'intersection est plus important que d'autres, et du même coup, ça produit un effet parfois de division, si on manie mal l'outil. C'est pour ça que je préfère partir de l'analyse des complexions historiques, et voir dans les complexions à la fois individuelles et collectives, quelles sont les discriminations à l'œuvre,
et d'essayer de penser finalement une théorie de l'émancipation qui parte non pas des discriminations les plus larges, les plus communes, mais des discriminations les plus fines. Parce que les plus fines, elles incluent en même temps celles qui sont communes à tous. Donc, renverser un peu le logiciel de pensée des progressistes, non pas faire une base où on part de ce qu'il y a commun à tous, mais on part de ce qui est singulier à chacun et qui occasionne une discrimination. Parce que dans le singulier, on a en même temps l'universel. Voilà pourquoi il me semble que ça, c'est vraiment fondamental. Une émancipation, pour qu'elle ne soit pas abstraite, pour qu'elle ne laisse personne de côté, elle doit partir de ce que j'appelais les notions communes propres, c'est-à-dire qui sont singulières à certains corps, qui sont partagées avec d'autres, mais qui sont en même temps, qui leur sont singulières, et ces notions incluent en même temps les notions communes universelles, le fait que nous ayons tous des besoins, le fait que nous soyons tous des vivants, et qu'à ce titre-là, nous pouvons subir des discriminations. Mais il faut les articuler, et cette articulation, je la propose à partir de la notion de complexion, et dans les complexions, prendre comme base les notions communes propres, en tant qu'elles incluent aussi les notions communes à tous. Voilà. Et tout ça pour arriver enfin à cette organisation politique que vous dites adossée à une ontologie et une éthique de la puissance pour tous. Effectivement, parce que mon objectif, ça n'est pas la puissance de quelques-uns qui domine, ce n'est pas la puissance d'une élite ou de génie qui éblouirait l'humanité de leur phare de pensée ou de leur phare d'argent. L'objectif, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce que ça veut dire faire société ? S'il y a un lien social, il faut que ce lien ne soit pas un lien de servitude, mais un lien de liberté, de libération. Et donc la vraie question, c'est de savoir comment on peut faire en sorte que chacun aille au maximum de ce qu'il peut. Comment donner à chacun les moyens d'exprimer au mieux sa puissance d'agir. Ça ne veut pas dire qu'on sera uniforme, c'est pas ça, mais comment faire en sorte que une société donne à chacune de ses parties la possibilité matérielle, intellectuelle, politique, culturelle, tout ce qu'on voudra, d'exprimer finalement la puissance singulière de chacun, tout ce que, au fond, tout ce qui est assassiné en chacun lorsque les conditions matérielles, culturelles, l'oppression politique viennent tuer dans l'œuf les petits Mozart qui peuvent sommeiller en nous. Grand merci. J'ai envie de terminer par un mot trivial qui sera « il n'y a plus qu'à ». Il n'y a plus qu'à. Chantal Jacquet, grand merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Merci pour votre écoute et puis cette interaction qui permet d'aller un peu plus loin que la pensée solitaire. Donc, merci à tous et pour les retours également. Grand merci à vous.